Oui, bonjour à toutes et à tous. J'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de personnes qui s'étaient connectées pour participer à notre webinaire. Donc moi, je suis Patrick Fontan, je suis gérant du cabinet Mots pour Patrimoine, qui est notamment spécialisé, on en reparlera tout à l'heure, sur la clientèle des Français qui résident à l'étranger. Je vous présente Steph, ou je laisse Steph se présenter. Je suis Stéphane Guimby, donc je suis la personne qui est en charge du pôle international au sein du cabinet, donc je m'occupe de l'ensemble des clients qui sont basés hors de France. Voilà, donc on reviendra sur notre cabinet pour vous dire un petit peu tout ce qu'on est capable de vous proposer à la fin du webinaire. Mais dans un premier temps, on va se consacrer à la thématique qui est prévue aujourd'hui. Vous avez souvent entendu parler des contrats d'assurance vie au Luxembourg, comme si c'était un petit peu la panacée pour l'épargnant français ou pour l'épargnant français résidant à l'étranger. On a voulu vous faire un focus sur cette thématique. Est-ce que c'est vraiment mieux de souscrire son contrat d'assurance vie au Luxembourg, ou est-ce que un Français de l'étranger peut également souscrire en toute quiétude un contrat d'assurance vie en France? Donc on va essayer d'aborder les différents aspects de cette analyse comparative, en analysant dans un premier temps la sécurité de l'épargne. Est-ce que mon argent est plus en sécurité au Luxembourg qu'en France, ou inversement? On essaiera de voir aussi si la gestion du contrat est plus intéressante au Luxembourg qu'en France. On verra que c'est pas toujours simple. On abordera ensuite le thème qui fait mal, la fiscalité. Et puis, pour terminer l'analyse comparative, on reprendra quelques aspects un peu plus mineurs, mais qu'il ne faut pas oublier au moment où on choisit son contrat d'assurance vie. Donc voilà un petit peu comment on va organiser ce webinaire. Et comme je l'ai dit, dans une cinquième étape, on vous présentera notre cabinet Mouvement Patrimoine. Donc on va, comme c'est indiqué sur la slide, on va commencer par le premier thème de notre analyse, qui est la sécurité de l'épargne. Donc, voilà. Auparavant, on va faire quelques rappels sur l'assurance vie. Bon, c'est des rappels qui paraîtront évidents à la plupart d'entre vous, mais qui permettent de caler la discussion avant de se focaliser sur les points techniques qu'on a évoqués tout à l'heure. Steph? Très bien. Alors, l'assurance vie, c'est un contrat qui implique de façon générale trois acteurs. Il y a un souscripteur, il y a la compagnie d'assurance et éventuellement un bénéficiaire du contrat. Alors, la durée de vie, c'est un contrat d'épargne. Dans le langage courant, on parle généralement d'une durée de 8 ans, mais qui est plutôt une durée fiscale. Le contrat en tant que tel n'a pas de durée déterminée. Au décès du souscripteur, comme il y a un bénéficiaire, je vous le disais tout à l'heure, c'était trois acteurs, il y a un bénéficiaire. Donc, en cas de décès, le contrat tombe, il y a un bénéficiaire donc, qui le reçoit, et en cas de vie, c'est un contrat d'épargne tout à fait normal, où le client a la possibilité, donc le souscripteur de soit sortir son argent, donc la totalité en une fois en capital, soit effectivement le sortir partiellement à des cadences qu'il aurait choisi. Donc pour résumer, c'est un double effet. Épargne dans un premier temps, protection de ses proches, grâce au mécanisme de la transmission ultérieurement. Tout à fait. Alors, pour on peut effectivement également avoir le bénéfice du fonds euro, notamment pour les contrats souscrits auprès des compagnies d'assurance vie françaises. L'effet cliquet, c'est un peu le principe de la capitalisation, c'est-à-dire que le capital que vous aurez déposé en année N, qui aura produit à la fin de l'année des intérêts, sur l'année N plus 1, l'année suivante, le capital plus les intérêts constitue un nouveau capital pour produire à leur tour des intérêts. Donc ça, c'est un phénomène assez puissant,
parce que sur le long terme, c'est ce qui va vous permettre de booster de façon considérable la performance de votre contrat. Vous avez la possibilité également éventuellement de mettre d'autres supports que le fonds euro sur le contrat d'assurance vie, de façon générale. Donc, on peut avoir des OPCVM, donc les fonds, actions, obligataires, etc. On peut avoir de l'immobilier, on peut avoir du capital investissement, donc du private equity. On peut y mettre également des produits structurés. Voilà, on verra sur tous ces aspects un petit peu plus tard, mais il faut se rappeler que jusqu'à il y a 20-25 ans, le contrat d'assurance vie, c'était le fonds en euros, c'était à faire, c'était bon. Donc, et il s'est passé beaucoup de choses depuis une vingtaine d'années. Les contrats se sont vraiment modernisés. Vous avez accès à toutes les classes d'actifs aujourd'hui. On reviendra vraiment plus en détail sur ces sujets-là un peu plus tard. On voulait juste faire ces quelques rappels avant d'aborder les sujets un peu plus techniques, dont le premier qui est la sécurité de l'épargne. Alors, est-ce que mon épargne est plus en sécurité en France ou au Luxembourg? Bah, écoutez, on va déjà regarder si elle est en sécurité en France. Donc, on va analyser cette sécurité en regardant la problématique avec trois visions. La première, c'est qu'est-ce qui se passe si l'assureur fait faillite? Donc, c'est un phénomène, c'est une situation qui arrive assez rarement, mais on ne peut pas exclure que ces événements se produisent dans le futur. Donc, la loi prévoit que si vous souscrivez un contrat d'assurance vie, vous avez 70 000 € de garantie par assuré, par compagnie d'assurance, et cette garantie de 70 000 € est portée à 90 000 € si vous percevez une rente issue de l'épargne qui a été constituée sur le contrat d'assurance vie. Donc, par contre, si vous mettez plus de 70 000 € sur votre contrat d'assurance vie, ou si la valorisation dépasse 70 000 €, la somme supérieure à ces 70 000 €, elle va rentrer dans la masse des créanciers qui cherchent à se payer auprès de l'assureur. Donc, ça paraît théorique, mais dans le passé, il y a eu dans le passé un peu lointain, il y a eu des faillites d'assurés. Puis on verra tout à l'heure qu'il y a des pays européens où c'est passé pas loin, il n'y a pas très longtemps. Donc, voilà, faillite de l'assureur, on est protégé, mais pas trop. Deuxième niveau de protection, c'est une protection un peu plus indirecte, c'est-à-dire que la réglementation européenne va faire en sorte que votre assureur ne puisse pas se retrouver dans cette situation de faillite. Donc cette réglementation, elle s'appelle Solvabilité 2 ou Solvency, tout pour les pays anglo-saxons. Donc l'idée de la réglementation, c'est un peu comme pour les banques, c'est d'obliger les assureurs à constituer des réserves sous forme de capitaux propres pour couvrir les différents engagements qu'ils pourraient avoir à tenir envers leurs assurés en cas d'imprévu ou en cas de rachat massif de la part de leurs assurés. Donc, les sommes à constituer sont relativement importantes. Et évidemment, c'est une contrainte pour les assureurs puisque cet argent ne peut pas être placé sur des engagements sur des placements rémunérateurs. Donc, une couche de réserve pour protéger l'assureur. Il y a un deuxième niveau de protection. C'est en cas de difficulté d'un établissement, les pouvoirs publics vont faire en sorte de rechercher un repreneur pour l'ensemble du portefeuille assuré. Donc, de telle manière que votre contrat il soit repris par une compagnie tierce sans que les modalités de gestion de votre contrat ne soient modifiées. Donc, ça paraît théorique aussi, mais c'est pas si théorique que ça. Il y a je crois que c'est il y a un peu plus d'1 an, il y a une compagnie d'assurance italienne qui s'appelle Eurovita, à qui il est arrivé à peu près cette mésaventure. Donc, la compagnie était détenue par un fonds de private equity qui n'arrivait plus à faire face aux engagements de cette compagnie et les contrats ont été transférés auprès des plus gros assureurs italiens qui se sont un petit peu liés pour éviter une faillite qui aurait été tout à fait dommageable pour l'assurance italienne. Donc, vous voyez, c'est des choses qui arrivent et qui sont quand même rassurantes parce que les assureurs français sont solides de manière générale et s'il y avait un petit assureur qui venait à défaillir,
il est probable qu'il y aurait une solidarité de place qui permettrait d'éviter de se retrouver dans la situation du petit A où l'assureur est contraint à la faillite. Troisième niveau de protection, il est aussi réglementaire, mais il est au niveau français ce coup-ci. C'est ce qu'on appelle la loi Sapin 2. Donc la loi Sapin 2, c'est une loi qui a été promulguée lorsque Michel Sapin était ministre des Finances. Et cette loi elle permet de limiter les retraits sur les contrats d'assurance vie en cas de phénomène exceptionnel et imprévu. L'idée, c'était de se dire, si tout d'un coup, tous les souscripteurs veulent retirer leur argent du fonds en euros, on va bloquer les retraits pendant 3 ou 6 mois pour éviter que le fonds en euros se trouve en crise de liquidité, par exemple. Et donc, donc, cette loi, elle est désagréable pour le souscripteur s'il se retrouve dans une situation où il ne peut pas retirer son argent, mais elle favorise quand même la stabilité du système, puisqu'elle évite les phénomènes de panique, un peu comme les run-off dans les banques. Et donc, il y a une chose qui est pas très connue, c'est que cette loi Sapin 2, elle s'applique pas uniquement au fonds en euros, elle s'applique aussi à tous les supports que vous pouvez avoir en dehors du fonds en euros. Alors, ces supports qui sont souvent placés sur des OPCVM, ils paraissent moins en risque puisqu'ils sont complètement liquides, avec des valeurs mobilières qui sont cotées sur les marchés, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème, mais la loi Sapin 2 elle couvre bien à la fois le fonds en euros, les OPCVM, les produits structurés, le private equity, c'est l'ensemble de votre contrat qui peut être bloqué en cas de problème grave. L'idée quand même c'était de se dire par exemple si on a une hausse des taux de 5 ou 6% en quelques semaines ou quelques mois, tous les épargnants vont vouloir retirer leur argent au même moment sur le fonds en euros. Le fonds en euros va être incapable d'assurer la liquidité de ces souscripteurs qui demandent leur rachat en masse et on va se laisser le temps de gérer cette situation-là. Voilà un petit peu l'idée de la loi Sapin 2. Donc on a ce système en France, vous voyez, avec ces 3 niveaux, c'est la garantie de l'État français de 70 000 euros ou 90 000 pour les rentes. On a le deuxième niveau, la garantie européenne qui constitue, enfin c'est une semi-garantie, mais qui oblige l'assureur à être capitalisé de manière importante pour être capable d'avoir les réserves pour faire face à des situations imprévues et exceptionnelles. Et troisième niveau, c'est la loi Sapin 2 au niveau national. Et là, boum, si vraiment on n'arrive pas à gérer avec les 2 premières mesures qu'on a adoptées, on empêche les retraits. Donc voilà un petit peu le système tel qu'il est organisé en France pour assurer la sécurité de l'épargne. Et je me retourne vers Steph et je me demande, et au Luxembourg, comment ça se passe? Alors, effectivement, au Luxembourg, d'ailleurs, d'abord, il faut parler un peu du profil du pays. C'est le Luxembourg, aujourd'hui, c'est un des centres financiers internationaux, un des plus importants d'Europe, probablement avec la place londonienne. C'est un pays qui fait preuve d'une réelle stabilité politique, économique et sociale d'ailleurs, avec une fiscalité du patrimoine qui est très 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 stable comparé à des grands pays européens comme la France et l'Allemagne. C'est encore un des rares pays européens qui a un rating de triple A auprès des différentes agences de notation financière. Donc pays très stable et qui, en matière d'assurance vie, a décidé d'aller beaucoup plus loin que ce que font éventuellement ses autres partenaires européens. Est-ce qu'on peut aller sur la page suivante? Donc, au Luxembourg, lorsque vous souscrivez à un contrat d'assurance vie, vous allez bénéficier d'un mécanisme qui s'appelle le triangle de sécurité. C'est le seul pays qui, en tout cas, le propose. Un contrat d'assurance vie au Luxembourg fait intervenir 3 acteurs. Donc, il y a le CAA, qui est le commissariat aux assurances. Vous avez la compagnie d'assurance et vous avez une banque dépositaire. Entre ces 3 acteurs est signée une convention tripartite
qui va garantir de façon maximale vos dépôts. Pour faire simple, les fonds que vous déposez auprès de la compagnie d'assurance ne sont pas gardés au sein de la compagnie d'assurance. La compagnie d'assurance est tenue par le commissariat aux assurances d'ouvrir ce qu'on appelle un compte master auprès d'une banque dépositaire où elle va aller déposer vos fonds. Donc, en cas de situation de tension ou de crise au niveau de la compagnie d'assurance, vos fonds sont protégés puisqu'ils sont dans une banque dépositaire. Si jamais c'est la banque qui se retrouvait également dans cette situation, la Convention exprime très clairement qu'il y a une séparation entre les actifs de la banque et ceux déposés donc, par les compagnies d'assurance. Une protection très forte. Voilà, donc ça on retrouve sur cette phase que vous venez de nous dire, Steph. Exactement. Si l'assureur dépose le bilan, la banque a vos sous, elle ne peut pas s'en séparer, donc votre épargne, elle est complètement protégée par ce système, et de toute façon, il y a un super privilège qui fait que vos actifs sont garantis sans aucune limite. Donc ça, c'est le top. Exactement. Et je pourrais rajouter un deuxième niveau, et c'est ce que Patrick a expliqué lorsqu'il a parlé de solvabilité 2 ou de solvency en anglais. Ces mêmes règles prudentielles au niveau européen s'appliquent aux compagnies d'assurance vie luxembourgeoises. Donc on a deux niveaux de renforcement qui sont très importants. Vous voyez, on a mis sur la slide conclusive de la thématique de la sécurité. D'un côté, la France, il y a beaucoup de régulation. De l'autre côté, le Luxembourg, c'est quand même un vrai coffre-fort. Donc, c'est clair qu'en termes de sécurité, le système luxembourgeois, il est supérieur au système français. C'est pas pour autant que si vous avez un contrat d'assurance vie en France, vous devez vous inquiéter par rapport à la sécurité de votre épargne. Le système est quand même solide. Vous avez des assureurs comme AXA, comme Allianz, comme Generali qui sont réputés internationalement et qui ont des grosses parts de marché. Les banques qui ont des filiales d'assurance sont aussi très bien capitalisées. Donc, faut pas s'inquiéter plus que de mesure. Mais quand même, globalement, structurellement, votre épargne est plus en sécurité au Luxembourg qu'en France. À la fois pour des raisons réglementaires, mais aussi parce que le Luxembourg, c'est un pays qui est un peu plus prudent au niveau budgétaire que l'État français. Et donc, ça lui permet aussi d'avoir plus de facilité pour pouvoir intervenir en cas de problème. Et donc, vous avez compris, simplement pour compléter ce que Patrick est en train de résumer, un élément important que je n'ai pas souligné. Patrick parlait d'une protection d'un premier niveau avec le contrat français de 70 000 € sur les dépôts et éventuellement 90 000 € sur les rentes. Au Luxembourg, c'est sans limite. Vous déposez 250 000 €, vous êtes protégé à hauteur de 250 000 €. Vous déposez 1 million d'euros, vous êtes protégé à hauteur d'1 million d'euros. Voilà, donc la sécurité, c'est mieux. Alors, on va essayer de revoir donc là, j'ai regardé une question qui nous a été posée, on y reviendra tout à l'heure, je l'ai bien noté. Donc, la deuxième thématique de notre webinaire, c'est la gestion du contrat d'assurance vie, parce que on s'en rend pas compte, mais le produit fonctionne de manière complètement différente au Luxembourg par rapport à la France. Et donc, on va aborder les deux systèmes successivement, en commençant, comme tout à l'heure, par le système français. Le système français, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est organisé historiquement autour du fonds en euros, qui à l'origine représentait l'énorme majorité des fonds placés sur les contrats d'assurance vie. C'est plus le cas aujourd'hui, mais ça l'a été pendant très longtemps. Le fonds en euros, il a ses avantages, il est totalement liquide, il est garanti, c'était l'effet cliquet dont on a parlé tout à l'heure. Jamais votre fonds en euros il peut baisser. Alors, il n'y a pas beaucoup de contrats de placement d'épargne qui sont comme ça, hein, où vous êtes à un instant T, un instant T plus 1, vous êtes sûr que votre contrat il n'aura pas baissé par rapport à l'instant T. Tout ce que vous gagnez et tout ce qui est capitalisé dans votre contrat, il est garanti. Bon, après, c'est un placement qui est résilient, hein, parce que ça fait quand même une cinquantaine d'années qu'il existe et qu'il fonctionne bien et qu'il
il a rendu d'énormes services aux épargnants français. Donc on sait aussi, on l'a vu depuis 2 ou 3 ans, que c'est un système de placement qui est un petit peu pénalisé en cas de hausse durable des taux d'intérêt, sans rentrer trop dans les détails parce que c'est un petit peu compliqué. Un fonds en euros, en fait, ça distribue les coupons des emprunts obligataires qu'il détient. Mais en cas de hausse ou de baisse des taux, la valorisation de votre fonds en euros n'est pas alignée par rapport à la valorisation des obligations. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que quand les taux d'intérêt sur les marchés financiers et notamment sur les obligations, quand les taux baissent, le fonds en euros, il va accumuler des plus-values potentielles s'il vendait les obligations qu'il a en portefeuille. Compte tenu de cette baisse des taux, elles vaudraient plus cher que quand il les a achetées. Et le problème, ça a marché pendant 20 ans. Hein. C'est ce qui a fait la fortune des assureurs qui avaient de bons fonds en euros. C'est qu'ils arrivaient en fait à capitaliser sur les plus-values passées. Le problème, c'est que ça fonctionne à l'envers quand les taux montent. Quand les taux montent, les investisseurs, quand les taux montent, vous avez le rendement des taux du marché passé, et donc vous retrouvez avec des taux qui sont en retard par rapport aux taux offerts par les obligations ou par, comme on le voit aujourd'hui, par les obligations de court terme. Si vous allez chercher aujourd'hui un placement à court terme, il va vous rapporter du 4%, et votre fonds en euros, péniblement, il va vous rapporter du 2,5%. Les fonds en euros qui rapportent plus, c'est parce qu'ils ont un peu, ils se sont un peu arrangés en prenant sur les réserves ou en maquillant un peu les trucs. Donc aujourd'hui, on est dans un système où le fonds en euros, il rapporte un peu moins que les placements court terme, qui sont aussi assez sécurisés, et donc il est en situation un peu pénalisante par rapport aux 20 dernières années, où au contraire, il bénéficiait de la baisse des taux. N'empêche que les taux, ils sont au maximum, ils vont recommencer à baisser, et on va s'apercevoir de nouveau que le fonds en euros présente des avantages. Donc c'est quand même encore le pilier de l'épargne en France, en assurance vie. Donc, on va regarder ensuite qu'est-ce qu'on peut trouver sur un contrat d'assurance vie en France. Il y a un support qui s'était beaucoup développé depuis une vingtaine d'années, ce sont les sociétés civiles de placement immobilier. Elles avaient l'avantage d'offrir un petit peu plus de rendement que le fonds en euros, et avec aussi une volatilité, donc un risque qui paraissait limité. Donc ça a très bien fonctionné depuis les années 90. Il y a des compagnies d'assurance qui se sont spécialisées sur la gestion des SCPI en assurance vie. Le gros avantage que vous avez quand vous achetez une SCPI, c'est que normalement la liquidité est assurée par l'assureur. Donc aujourd'hui, la période est moins bonne pour les sociétés civiles de placement immobilier. Si vous en détenez une en direct, il va falloir que la société de gestion de la SCPI vous trouve un acquéreur si vous souhaitez céder vos parts. C'est pas très simple, il y a des SCPI pour lesquels il faut attendre plus d'1 an. Si votre SCPI est dans un contrat d'assurance vie, vous n'avez pas cette problématique-là, c'est l'assureur qui vous fera normalement la liquidité. Moi, je dis normalement parce qu'il y a quelques exceptions, mais on n'a pas trop le temps de s'apesantir là-dessus. Autre support immobilier, ce sont les OPCI et les SCI. Les OPCI et les SCI, c'est des succédanés de la SCPI, mais avec un peu plus de liquidité à l'intérieur, pour éviter que ce soit l'assureur qui ait lui-même à vous faire la liquidité en cas de crise sur les marchés. Donc, ça ne marche pas complètement parce qu'il y a des SCI comme Capimo qui ont beaucoup de mal à faire la liquidité malgré les réserves qu'ils avaient constituées. Et sans rentrer non plus dans les détails, mais les OPCI, elles ont placé une grande partie des liquidités qu'elles étaient contraintes d'avoir dans des sociétés immobilières qui ont été aussi très pénalisées par la crise de l'immobilier. Donc les SCPI, c'est plus très à la mode parce que l'immobilier est en crise depuis que les taux ont pris 4%. Nous, on est optimistes, on sait que c'est une situation qui est transitoire, que c'est le moment d'investir, et vous trouverez dans les contrats d'assurance vie français des solutions en matière de SCPI qui sont
qui sont optimales, vous aurez toutes les bonnes SCPI du marché. Donc voilà pour les supports immobiliers. La troisième catégorie assez développée depuis quelques temps en France, c'est ce qu'on appelle le private equity, c'est le non-coté. On a fait des webinaires sur ces thèmes-là, vous pourrez les écouter, on les a publiés sur notre site internet. Donc l'avantage du private equity, c'est qu'il investit sur du non-coté, donc sur des classes d'actifs qui sont moins volatiles que des fonds qui sont cotés tous les jours. Et il a le temps de valoriser les investissements. Il a le temps devant lui, puisque en général, dans le non-coté, la durée d'investissement est au moins de 5 à 10 ans. Donc, on est sur des classes d'actifs qui rapportent un peu plus théoriquement que les OPCVM classiques. Et depuis 3-4 ans, d'une part, la législation a été améliorée pour qu'on puisse mettre plus de fonds de private equity dans les contrats d'assurance vie, et d'autre part, en termes de marketing, comme les performances du private equity sont très élevées, enfin en tout cas sont plus élevées que les placements traditionnels, les assureurs ont fait un effort pour mettre beaucoup de fonds de private equity dans leur offre, et avec des sociétés de gestion qui sont souvent assez sexy. Il y a deux types de fonds en private equity. Il y a des fonds à durée limitée et des fonds qu'on appelle evergreen. Les fonds evergreen, c'est des fonds qui n'ont pas de durée limitée. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails pour savoir qu'est-ce qui est mieux, si c'est le fonds evergreen ou le fonds à durée limitée. Mais en assurance vie, comme l'assureur fait la liquidité, on va retrouver essentiellement des fonds evergreen qui n'ont pas de durée particulière. Gros avantage que vous avez en France sur les supports de private equity, c'est la liquidité. Bon, par rapport à ce qu'on trouvera au Luxembourg, par contre, l'inconvénient, c'est que vous êtes un peu dépendant du choix de votre assureur. Donc, si vous avez un assureur que le private equity, ça n'intéresse pas, ben, vous n'avez pas de fonds pour souscrire. Et par contre, si vous avez un assureur qui essaye d'être à la pointe en termes de non-coté, vous aurez un choix qui sera beaucoup plus important. Bon, sans rentrer dans les détails, en France, vous allez retrouver aussi d'autres supports financiers, donc les supports classiques que vous connaissez, qui sont des OPCVM financiers. Donc les OPCVM financiers, vous allez trouver des actions, des obligations, des fonds alternatifs qui sont censés ne pas évoluer en fonction de l'orientation des marchés. On a mis que ces OPCVM financiers étaient retail parce que c'est pareil, on ne va pas rentrer dans la cuisine des marchés financiers, mais vous allez avoir deux types d'OPCVM. Le retail, c'est comme quand vous allez chez votre épicier, c'est-à-dire que vous allez payer le prix de détail, et donc vous allez avoir des frais de gestion, par exemple pour un OPCVM action, qui vont être de l'ordre de 2%. Mais il y a une autre option qu'on retrouvera dans les contrats luxembourgeois, mais j'en parle pas tout de suite, et qui vous permettra d'avoir accès au prix de gros, au métro, avec des frais qui sont quand même considérablement réduits. Mais si vous souscrivez un contrat d'assurance vie en France, c'est bien les OPCVM financiers retail que vous aurez. Vous aurez aussi des produits structurés, mais vous ne choisirez pas le produit structuré que vous souhaitez, vous choisirez le produit structuré que vous propose votre assureur. Donc c'est déjà bien qu'il vous en propose, hein, parce qu'il y a quelques contrats où il n'y en a pas beaucoup, mais il faudra choisir. Vous avez chez les gros assureurs comme Cardiff ou Generali, on a entre 5 et 10 produits structurés qui sont proposés en permanence, donc ça, le choix est assez large. Et puis, vous avez MMA ou Odo, où là, vous en avez un tous les 3 mois. Donc, vous avez un peu moins de choix. Et pour mémoire, dernier type de support dans lequel vous pouvez investir, vous en avez entendu parler, c'est ce qu'on appelle les ETF ou les trackers. Donc, ça, c'est bien parce que ça vous permet d'acheter des fonds qui suivent les indices. Et il n'y a pas besoin de payer des gérants pour choisir les valeurs, donc ça coûte moins cher. Donc là, vous allez vous retrouver avec des frais qui sont beaucoup plus réduits. Les assureurs sont en France assez peu, ils ne les introduisent qu'avec parcimonie, notamment parce que comme il n'y a pas de frais, on a du mal à payer le réseau de distribution et l'assureur.
Donc, aux États-Unis, par exemple, il y a plus de la moitié de la collecte qui est faite sous forme d'ETF sur les marchés financiers. En France, c'est beaucoup moins. Et par contre, ça se développe de plus en plus. Et de temps en temps aussi, on a quelques contrats d'assurance vie un peu élitistes où là, vous pouvez investir directement dans des titres vifs. Donc, les titres vifs, c'est essentiellement des actions. Donc, vous pouvez acheter du Danone ou du Air Liquide ou du Total. Voilà un petit peu, j'ai décrit assez rapidement. Vous voyez, le système français, il est large. Vous avez un choix qui est vraiment important. Par contre, il dépend complètement de l'offre que a sélectionnée pour vous, votre assureur. On va voir avec Steph qu'au Luxembourg, en tout cas, quand on a un peu de sous, c'est un peu différent. Oui, effectivement, ça va être un peu différent au Luxembourg parce que ce qui va déterminer votre accès à des supports financiers il y a deux éléments importants, le montant de la prime que vous allez verser et votre niveau de fortune financier. Donc, ces deux éléments-là couplés vont vous donner accès plus ou moins à l'ensemble des classes d'actifs financiers qui existent. Alors, plusieurs façons de faire dans le contrat d'assurance vie luxembourgeois. La solution standard, c'est de souscrire donc avec un contrat standard, avec un ticket d'entrée qui est plus ou moins accessible, peut-être à partir de 100 000 ou 150 000 euros. Et là, vous allez simplement avoir à faire un choix d'allocation en fonction de la liste des fonds fournis par la compagnie d'assurance. Donc, vous ne pourrez pas dire, bah, écoutez, je connais tel fonds qui performe plutôt bien, est-ce que vous pouvez l'introduire dans mon allocation? C'est une liste de fonds standard fournis par la compagnie d'assurance. Et là, il faut aller faire donc un choix, un stock picking en fonction de cette liste. Et l'offre est encore plus. En fait, c'est comme les solutions qu'on a présentées en France tout à l'heure, mais avec une offre beaucoup plus réduite et pas très intéressante. Exactement. Sinon, après, non, il n'y a pas de souci. Ah, il ne veut plus. Il y a un second niveau. Là, on est toujours dans la gestion collective, comme la solution standard, mais là, on va rentrer au sein d'un fonds, donc un FIC, un fonds d'investissement collectif. C'est de la gestion collective, ce n'est pas de la gestion sur mesure. Il faut également ici, quand même, ça reste le Luxembourg, donc un ticket d'entrée, allez, on va dire à partir de 100 000 euros. Le FIC va vous permettre généralement d'aller investir dans une thématique avec d'autres investisseurs. Donc, aux côtés d'autres investisseurs, vous voulez aller investir dans une thématique, comme l'immobilier par exemple, puisqu'on verra plus tard par exemple qu'en ce qui concerne le contrat d'assurance vie luxembourgeois, vous n'aurez pas accès au SCPI et à la SCI, donc, comme on le connaît avec les contrats français, comme l'a clairement indiqué tout à l'heure Patrick. Vous allez pouvoir avoir accès à cet actif immobilier, mais via d'autres véhicules. Donc, le FIC peut être la solution pour aller investir effectivement dans une thématique particulière dans le cadre d'une gestion collective. Ensuite, là, on a un troisième niveau. Là, on va rentrer dans une gestion individualisée. Vous avez la possibilité au sein de votre contrat d'assurance vie donc de souscrire à un véhicule qui s'appelle le fonds interne dédié, le FID. Là, la compagnie d'assurance vie, en fonction de votre profil, de votre horizon d'investissement, de la prime que vous allez verser, etc., va mettre en place une stratégie qui vous est propre. On n'est pas dans une gestion collective. Si vous, on regarde votre horizon, on regarde votre profil de risque, on regarde vos objectifs de placement et en fonction de tous ces éléments-là, la société de gestion et la compagnie d'assurance vont mettre en place une stratégie. Ici, effectivement, et c'est très souligné, il y a un problème de coût parce que vous êtes obligé de faire, donc c'est une obligation, ça c'est prévu par une directive qui s'appelle 15.3 du commissariat des assurances luxembourgeois, qui vous impose de faire intervenir dans le FID une société de gestion. Parce qu'il y a un acteur supplémentaire, ça implique également un coût supplémentaire. Donc, société de gestion, vous voyez, c'est par exemple Rothschild, c'est par exemple Sycomore, je sais pas, ou Moneta, enfin, pour prendre toutes ces sociétés de gestion qui sont connues. Donc, ces sociétés de gestion, il faut les payer, ça dépend du montant que vous investissez, mais au moins 1%. Donc,
vous rappelez tout à l'heure le débat qu'on a eu sur les OPCVM retail. Donc là, quand même, quand vous investissez avec une société de gestion dans un fonds interne dédié, vous allez pouvoir accès au métro, là, dont on parlait tout à l'heure, au magasin métro. Là. Donc vous allez avoir accès à des OPCVM où il y a moins de frais et dans le jargon financier, on les appelle les clean shares, vous voyez, comme si elles étaient propres, ces actions, enfin ces actions, en tout cas ces supports financiers que vous allez souscrire. Donc vous allez payer un peu plus pour la société de gestion, mais vous payerez un peu moins sur les supports qu'elles vous achèteront. Il y a un dernier point que je voulais ajouter. Évidemment, plus vous mettez d'argent, plus la gestion elle est personnalisée au niveau de la société de gestion. Si vous mettez 200 ou 250 000 euros, ils vont plutôt vous mettre des OPCVM avec lesquels ils ont l'habitude de travailler. Si vous leur donnez 2 millions, ils vont vous mettre un gérant pour bien s'occuper de vous en fonction de tout ce que vous souhaitez. Donc, voilà. Donc c'est important de le savoir. Bon, il y a quand même une quatrième solution qui nous plaît bien. À Steph et à moi, c'est le fonds d'assurance spécialisé. Exactement. Donc, Patrick a raison de souligner le sujet de la fortune, le niveau de fortune financier. Et pour être assez précis sur le FID, il faut au moins 250 000 euros de prime initiale pour accéder à ce service-là. Alors, effectivement, pour régler le problème du coût supplémentaire, du fait on doit faire intervenir une société de gestion dans le cadre d'un FID, d'un fonds interne dédié, le commissariat aux assurances luxembourgeois a écouté les professionnels de la finance il y a quelques années, je ne sais plus si c'était en 2017 ou 2018, et a décidé de créer un nouveau véhicule qui s'appelle le FAS, le fonds d'assurance spécialisé, qui va avoir exactement les mêmes avantages que le fonds interne dédié, sauf que là, vous n'avez pas l'obligation de faire intervenir une société de gestion. Vous pouvez faire intervenir, si vous le souhaitez, un professionnel comme nous, comme Mobourg. Vous pouvez également, vous-même, si vous en avez la compétence, assurer la gestion, donc l'allocation de votre contrat via le FAS. Là également, 2 éléments déterminants. Si vous voulez avoir accès à l'ensemble des classes d'actifs financiers, la prime et une fois de plus, le niveau du patrimoine financier est important. Donc, il faut avoir au moins 1 250 000 euros en patrimoine financier et il faut au moins mettre une prime de 250 000 euros pour être catégorisé en catégorie C et D. Pour faire simple, ce sont les 2 catégories les plus importantes en matière d'assurance vie luxembourgeois pour avoir accès à la fois aux fonds, au private equity, aux produits structurés, à l'ensemble des classes d'actifs. Et vous voyez là, la différence par rapport au contrat d'assurance vie français, c'est que si vous voulez investir dans un fonds de private equity, vous n'allez pas avoir à faire votre choix dans ce que à sélectionner la compagnie d'assurance pour vous. C'est vous qui allez faire le choix et qui allez le faire valider par l'assureur luxembourgeois. Et l'assureur luxembourgeois, très généralement, il le validera, ce choix-là. Donc, vous avez vraiment une souplesse en termes. Et pareil pour les produits structurés. On vous a dit tout à l'heure que les produits structurés, il fallait qu'ils soient sur l'étagère de l'assureur pour que vous puissiez les choisir quand vous étiez en France. Quand vous êtes au Luxembourg, vous pouvez aller voir. Avec nous, on peut aller voir une banque qui va construire pour vous un produit structuré sur mesure, et c'est ce produit structuré qu'on mettra dans le contrat d'assurance vie. Et pareil pour les ETF. Les ETF, les meilleurs sur le marché, ce sont ceux de Vanguard et accessoirement ceux de iShares. Vanguard, vous trouverez quasiment jamais les ETF de Vanguard dans des contrats d'assurance vie français. Vous pouvez les mettre dans des contrats d'assurance vie luxembourgeois. Voilà pourquoi on aime bien le FAS. Autre chose qui est importante sur le FAS, c'est que nous, on vous aidera dans les allocations. Enfin, un cabinet de conseil financier comme le nôtre peut vous aider dans les allocations. Ça vous coûtera un peu moins cher qu'une société de gestion. Il faut qu'on vive aussi, mais on est un peu payé par l'assureur dans le cadre de la distribution du contrat d'assurance vie. Et donc, au global, ça vous coûtera beaucoup moins cher. En plus, on a des frais fixes qui sont beaucoup moins importants que ceux d'une société de gestion. Et donc, on arrive à avoir des solutions qui sont budgétairement intéressantes pour l'assurer. Donc, voilà un petit peu les 4 solutions du contrat d'assurance vie luxembourgeois. Donc,
plus on a d'argent à placer, mieux c'est en fait. C'est comme ça qu'on peut résumer les choses. Alors on a dit, pour conclure cette partie-là, qu'il y avait match nul, parce que évidemment le contrat d'assurance vie luxembourgeois, il est beaucoup plus sexy, mais il faut quand même pas oublier qu'il est beaucoup moins accessible. Donc quand on a 500 000 euros, il n'y a pas de question à se poser. On verra d'ailleurs que le Luxembourg, ça présente encore d'autres avantages, notamment fiscaux. Donc, mais encore faut-il avoir 500 000 euros. Et là, on a été hyper optimiste. C'est-à-dire que, par exemple, quand on dit que les FAS ils sont accessibles à partir de 250 000 euros, on a trouvé un assureur au Luxembourg qui accepte d'ouvrir des FAS pour des Français qui résident dans des pays africains. Il sera beaucoup plus souple si vous résidez au Portugal, mais en Afrique, il y a une difficulté supplémentaire parce que l'assureur doit mettre en place un système de conformité qui est coûteux pour lui par rapport au volume de contrats qu'il a à gérer. Donc, c'est plus compliqué. Quand on est français de l'étranger, c'est plus compliqué, et surtout en Afrique, c'est plus compliqué d'investir au Luxembourg. Et des fois, il faut encore plus d'argent que ce qu'on vous a dit là. Donc, c'est sûr que c'est mieux quand on a 500 000 euros à placer, d'avoir son contrat à Luxembourg, mais vous n'aurez pas une foultitude de solutions. Hein. Il y aura un ou deux assureurs qui pourront vous accompagner. Et si vous avez 50 000 euros, on va se casser la tête pour vous trouver un partenaire. En pratique, c'est comme ça que ça se passe. Et même en France, les contrats d'assurance vie français, on a aussi des partenaires qui travaillent avec les Français qui résident à l'étranger, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 3-4. Et donc, on peut, là, par contre, le montant, c'est beaucoup moins important. Donc, on peut trouver des solutions pour des montants beaucoup plus faibles que ceux qu'on a évoqués tout à l'heure. Mais bon, il faut quand même, pour ouvrir un contrat d'assurance vie, il faut trouver un assureur qui accepte d'ouvrir le contrat. Voilà un petit peu pour la gestion. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis match nul. Après, il y a un troisième sujet. Donc, on va voir qu'il y a un endroit, il y a un pays où c'est compliqué, il y a un pays où c'est facile. Donc, ça ne vous étonnera pas, mais la fiscalité, c'est plus compliqué en France. Donc, le système français, vous savez, on a été obligé de mettre un gros tableau pour pouvoir expliquer tous les régimes qui peuvent exister avec le temps. Donc, il y a deux types de prélèvements. En France, il y a le prélèvement qui est lié à l'impôt sur le revenu. Il y a le prélèvement qui est lié aux prélèvements sociaux. Et évidemment, il y a deux paramètres qui vont rentrer en compte pour déterminer la fiscalité. Le premier, c'est combien de temps le contrat d'assurance vie a été ouvert. Et donc, la fiscalité va dépendre de la durée. Et comme le disait tout à l'heure Steph, après 8 ans, c'est le Graal. Normalement, c'est le moment où la fiscalité est la plus faible. Et puis, il y a une deuxième variable qui est importante, c'est quand est-ce que votre contrat a été ouvert. Et plus votre contrat a été ouvert anciennement, mieux c'est. Ça vaut surtout pour la transmission, on en reparlera tout à l'heure. Donc, globalement, vous voyez, pour les vieux contrats, la fiscalité était très pénalisante quand on sortait tôt. Et était relativement douce quand on sortait après 8 ans. Si vous avez ouvert votre contrat depuis que la flat tax a été mise en place, là c'est plus simple, vous payez 30%, quelle que soit la durée, sauf si vous avez moins de 150 000 euros de départ. Voilà, donc le système, là on vous a décrit le résident fiscal français, ce que vous n'êtes pas si vous êtes inscrit à notre webinaire, mais qui vous permet de visualiser un petit peu ce que doit payer le résident français et ce que vous pourriez avoir à payer si vous revenez en France. Après, vous êtes à l'étranger. Donc là, l'étranger, c'est pas parce que vous êtes à l'étranger que le fisc va vous oublier. Donc il y a quand même quelques spécificités à prendre en compte quand vous êtes non-résident. Donc vous n'avez pas droit à l'option au barème progressif qui figurait sur le tableau précédemment. Donc vous avez droit qu'à des prélèvements forfaitaires. Vous n'avez pas d'abattement. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il y a un système d'abattement en France qui va de 4 600 à 9 200 pour les couples quand les contrats ont dépassé les 8 ans. Vous n'avez pas de prélèvements sociaux.
si vous êtes vraiment non-résident. Donc ça, c'est à souligner parce que c'est pas le cas en immobilier. En immobilier, ou quand vous achetez une SCPI, si vous êtes résident dans un pays qui n'appartient pas à l'Union européenne, vous les payez, les prélèvements sociaux. Et évidemment, il y a les principes de non-double imposition s'il y a une convention internationale. Donc, selon le pays dans lequel vous résidez, il faut regarder quelle est la convention qui a été signée et s'il est possible de diminuer ou de reporter la fiscalité que vous avez payée en France sur votre fiscalité locale. Donc, schématiquement, ça donne ça. Donc, pareil, ça va dépendre de si votre contrat a été ouvert avant le mécanisme de la mise en place du mécanisme de la flat tax ou après. Et donc, vous voyez que vous payez moins que les résidents fiscaux français, notamment parce que vous ne payez pas les prélèvements sociaux, mais ça reste quand même relativement douloureux, surtout si vous êtes de nouveau imposé par votre État local. Il y a un deuxième aspect, donc premier aspect fiscal, les rachats. Donc je ne l'ai pas évoqué, mais évidemment, tant que vous ne rachetez pas, normalement, il n'y a pas de fiscalité, sauf si vous résidez dans des pays qui ne considèrent pas que le contrat d'assurance vie, c'est un contrat de capitalisation et qui vous l'impose comme un bon titre. Bon, à ma connaissance, il n'y en a pas beaucoup en Afrique et ça ne s'applique pas au Portugal, mais il y a des pays où ça existe. Donc sur la fiscalité sur la transmission, c'est encore compliqué. Vous avez vu, c'est même plus compliqué que sur les rachats, puisque là, si vous avez, les paramètres sont encore plus diversifiés. Il faut prendre en compte la date où les primes ont été versées, l'âge que vous avez quand vous avez effectué ces primes, et globalement, donc le système, il est quand même très intéressant si vous êtes résident fiscal français et que vous faites des versements avant 70 ans, ça vous permet d'avoir une fiscalité qui est quand même relativement douce, puisque vous avez un abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Donc, si vous avez 4 enfants, ça vous laisse quand même un peu de marge. Et ensuite, même si ça dépasse 152 500 € par bénéficiaire, la fiscalité est beaucoup moins forte que sur des droits de succession traditionnels. C'est pour ça que le placement en assurance vie est privilégié par les résidents fiscaux français. Et même si vous décédez après 70 ans, le système n'est pas si défavorable que. Je veux dire, si vous souscrivez des primes après 70 ans, le système n'est pas si désagréable que ça comparé à celui du droit sur les successions. Voilà un petit peu la situation pour les résidents fiscaux français et les résidents fiscaux qui habitent à l'étranger. Et qui sont à l'étranger, le système est plus binaire. Donc, normalement, vous n'avez pas de fiscalité, mais à supporter au titre de la transmission à une double condition. Il faut qu'au moment de votre décès, si vous avez souscrit le contrat d'assurance vie, vous ne soyez pas fiscalement domicilié en France. Il ne faut pas revenir. Et il faut que le bénéficiaire il ne soit pas non plus domicilié en France et qu'il n'ait pas été avant votre décès. Donc, si ces deux conditions strictement sont respectées, vous n'avez pas à supporter d'impôts en France au titre de la transmission. Ça ne veut pas dire que vous n'en aurez pas à supporter, ça dépend de l'état dans lequel vous résidez. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire si une des deux conditions est remplie, là, c'est le régime qu'on vient de décrire précédemment, qui n'est pas non plus si défavorable que ça, qui va s'appliquer et qui peut être quand même plus intéressant que beaucoup d'autres systèmes de succession dans les pays voisins de la France. Voilà un petit peu comment ça se passe pour la fiscalité en France. Pour la fiscalité au Luxembourg, Steph, est-ce que c'est aussi compliqué? Non, absolument pas. C'est très simple parce que le Luxembourg est totalement transparent sur le plan fiscal. Il n'y a aucune retenue à la source au Luxembourg. Donc, la fiscalité qui va s'appliquer, que cela soit en matière de transmission ou une fiscalité sur les intérêts ou les plus-values, c'est la fiscalité de votre pays de résidence uniquement.
Donc, très simple au Luxembourg. Ouais. Ah, Donc, on va cliquer dessus. Oh. Ouais. On a dit match nul, match nul parce que si vous êtes résident fiscal français, c'est la même fiscalité que vous êtes en France ou au Luxembourg. Évidemment, c'est un match nul qui est faussé parce que vous qui participez à ce webinaire, vous êtes français hors de France. Et c'est clair qu'il ne vaut mieux pas avoir à payer d'impôts que d'en avoir à payer. Donc, c'est mieux d'avoir son contrat au Luxembourg que d'avoir son contrat en France où la fiscalité n'est pas confiscatoire, elle a le tort d'exister. Voilà un petit peu pour la fiscalité. Donc, on en a fini avec les tableaux de chiffres compliqués et avec la réglementation française. On va aborder d'autres aspects. Dans vos questions, on sent que vous avez été confronté à quelques problèmes. Tout ce qui est formalité administrative, déclaration fiscale, traitement des successions, c'est plus compliqué et plus administratif au Luxembourg. Steph, il travaille, il ouvre régulièrement des contrats au Luxembourg, il suit les clients qui ont des contrats au Luxembourg. C'est un peu galère quand même. Donc il y a les contraintes de montant qu'on a évoquées, il y a les contraintes de pays. Il y en a, c'est le Maroc qui ne leur plaît pas, il y en a d'autres, c'est d'autres pays africains. Il y en a où ils vont dire le FAS pour les pays, pour les Français qui résident en Afrique, il ne va pas être de 250 000 euros, mais il va être de 500 000 euros. C'est le cas, par exemple, d'une compagnie comme Lombard. Ouais, c'est galère, quoi. Et puis après, les papiers, la compliance, ça se fait, ça se gère, mais c'est galère. Après, je ne vous cache pas que ce n'est pas toujours facile en France non plus. Hein. Mais au Luxembourg, c'est la marche au-dessus encore. Hein. Et surtout, c'est souvent comme on y met des gros contrats, ils sont encore plus vigilants. C'est jamais simple. C'est pas simple. Déjà, quand on veut souscrire un contrat d'assurance vie et qu'on est résident fiscal français, alors quand on est résident fiscal en Tanzanie ou en République sud-africaine, c'est encore plus galère. Les déclarations fiscales, globalement, pour les Français, c'est quand même plus simple. Alors, vous me direz, si on est au Luxembourg, il n'y a pas de fiscalité, donc ça facilite les choses. Et si vous revenez en France, une compagnie d'assurance vie française, c'est mieux. Et puis, pareil, c'est plus administratif au Luxembourg. Tous les actes administratifs sont compliqués à gérer. Et donc, donc c'est pour ça qu'on n'y pense pas quand on doit souscrire un contrat d'assurance vie, mais c'est plus compliqué, plus administratif au Luxembourg. Et là, clairement, l'avantage, il est à la France. Donc, Steph, on a vu les 4 aspects, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais je pense que vous avez tout dit. Pour ce que Patrick a soulevé, c'est une réalité, c'est-à-dire que c'est pas impossible, nous ne sommes pas en train de dire que c'est impossible, parce qu'aujourd'hui, concernant mon portefeuille par exemple, la grande majorité de ma clientèle ont tous les contrats luxembourgeois. On arrive encore à en souscrire, mais il faut que le client joue le jeu, il faut accepter de se mettre à nu, parce que la provenance des fonds sera scrutée, comment vous avez constitué votre épargne sera scruté, etc. Donc, une fois qu'on accepte de passer sous les fourches codines du process de KYC des compagnies, ça prend un peu de temps. Mais voilà, on arrive à souscrire, à faire souscrire nos clients. Maintenant, une fois de plus, effectivement, Patrick l'a également dit, voilà, un client qui dit j'ai 500 000 euros, bon, ça rend aussi les choses un peu plus simples en matière de négociation avec les compagnies d'assurance. Donc ça, c'est, voilà, une fois qu'on accepte de se mettre un peu à nu, permettez-moi l'expression, on peut effectivement faire souscrire nos clients. Ça prend un peu plus de temps qu'en France, mais on y arrive. Ouais, donc un peu la synthèse de ce webinaire sur l'assurance vie luxembourgeoise, enfin sur l'assurance vie, qu'elle soit luxembourgeoise ou française, c'est de se dire qu'il faut regarder chaque situation de manière individuelle, en fonction de l'épargne qu'on a de disponible,
en fonction de son projet de vie, si on souhaite revenir en France ou pas, en fonction de son pays de résidence. C'est plus compliqué au Sénégal, par exemple, que dans d'autres pays d'Afrique. Donc, il faut regarder c'est plus facile au Portugal, parce que c'est dans l'Union européenne. Donc, il faut regarder chaque situation et trouver la solution qui correspond à votre situation. Et ça, Steph, il pourra vous aider, il a l'habitude. C'est compliqué, c'est pour ça qu'on vient nous voir. Nous, on connaît tous les assureurs, on sait ceux qui travaillent avec le Sénégal, on sait ceux qui travaillent avec le Maroc ou avec le Portugal. Donc, on peut vous aider. Et on a été... on vous a peut-être un peu inquiété sur cet aspect réglementation, acceptabilité des clients, mais rassurez-vous, si vous souhaitez ouvrir un compte bancaire, c'est quasiment plus compliqué encore. Souvent, les sommes sont encore plus importantes et les contrôles sont encore plus exhaustifs. Donc voilà, moi j'ai qu'une solution pour vous. Si vous souhaitez ouvrir un contrat d'assurance vie, c'est de prendre contact avec Steph. Et Steph, il va vous expliquer, ou plutôt que vous expliquer, vous décrire notre cabinet, Mobo Patrimoine. Pour conclure ce webinaire, donc voilà, nous ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Et pourquoi choisir Steph? Alors, mais Patrick l'a dit, vous voyez bien que c'est assez compliqué, la réglementation, etc. Donc, seul le client résident dans je ne sais quel pays en Afrique, contacter directement une compagnie d'assurance pour souscrire un contrat d'assurance vie, c'est très compliqué. Enfin, c'est vraiment... voilà, donc il y a clairement un avantage important de passer par des professionnels comme nous, parce qu'on a l'habitude de côtoyer ces partenaires-là, parce qu'un cabinet comme Mobo Patrimoine, qui existe depuis 40 ans et qui a plus de 2000 clients, va avoir davantage de poids que le client seul lorsqu'il essaie de passer en direct. Donc voilà, aujourd'hui on gère un peu plus de 300 millions d'euros. Je l'ai dit, ça fait 40 ans qu'on existe et ça fait un peu plus de 15 ans que nous suivons les Français de l'étranger. Donc Patrick s'était présenté au début du webinaire, c'est le gérant de mon patrimoine. Patrick a donc un background qui est dans la banque. Il a été banquier et également dans le private equity. Donc, vous l'avez entendu, hein, Patrick a une vraie maîtrise de tout ce qui est private equity, de tout ce qui est immobilier, une vraie expertise. J'ai moi-même également une expérience d'environ 20 ans dans la gestion de fortune sur différentes places en Europe. Donc ça fait voilà, aujourd'hui 20 ans que je suis des clients qui ont des problématiques comme les vôtres. Voilà. Et pour nos partenaires, enfin en tout cas nos clients qui sont au Portugal, nous avons sur place également un représentant que vous pouvez rencontrer qui est lui localisé à Lisbonne. On ne l'a pas évoqué, mais au sein du cabinet, on peut également accompagner nos clients qui sont à l'étranger sur la partie prévoyance, donc tout ce qui est couverture santé. Et là, nous avons une collègue qui s'appelle Aline Souza qui peut éventuellement vous accompagner là-dessus. Voilà. Alors, le cabinet a toutes les homologations nécessaires pour vous accompagner et vous conseiller. Donc, nous sommes courtiers en assurance et réassurance. Donc, nous avons une homologation ORIAS. Ça, c'est ce qui va nous permettre de vous conseiller en matière d'assurance vie, en santé individuelle, comme je l'ai évoqué avant. Nous sommes conseillers en investissement financier. Donc là, nous sommes contrôlés par l'autorité des marchés financiers, l'AMF. Nous sommes également agents immobiliers, donc nous avons la carte T loi Hoguet. On peut accompagner nos clients, on peut vous aider à sourcer des biens en France, on peut vous aider à vendre des biens existants, etc. Ouais. Une expérience terrain, bah, je ne sais pas si... non, mais donc Steph, il ne l'a pas dit, mais il va souvent en Afrique pour les Français qui résident en Afrique. On a fait une conférence avec nos partenaires d'Altaroc il y a quelques semaines à Casablanca au Maroc, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur notre site internet et sur YouTube. Et donc nous, on est proche de nos clients, on est complètement indépendant. Vous avez vu qu'on est dans un métier qui est en train de se structurer, de se monopoliser. On a quelques grands acteurs
qui font un peu tout. Ils disent qu'ils sont indépendants, mais en fait, ils ont des sociétés de gestion, ils ont des distributeurs qui leur sont liés. Et donc, nous, on est totalement indépendants, on est totalement familiaux, on n'a aucun lien avec qui que ce soit. Et c'est important parce que ça nous permet de proposer toujours les meilleurs produits à nos clients. Donc, vous avez les coordonnées de Steph, vous pouvez l'appeler quand vous le souhaitez. Je voudrais juste bien m'assurer que j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées. Donc, il y avait une question sur la compliance, on en a parlé, donc c'est faisable, on peut vous aider, mais on vous demandera des papiers et de justifier notamment l'origine des fonds. Mais même sans assureur, on sera obligé de vous le demander nous-mêmes. Donc sur la fiscalité, je crois qu'on l'a évoqué aussi. Donc sur les frais, alors il y a une dernière question sur les frais. On en a un petit peu parlé sur les frais, mais bon, pour reprendre les discussions qu'on a eues tout à l'heure, un contrat de droit français, en moyenne, ça va vous prendre à peu près 1% de frais de gestion. Donc votre assureur, il va percevoir 1% sur l'épargne que vous avez placée, mais ce n'est pas les seuls frais que vous allez supporter. Alors, on dirait il y a les frais de versement quand l'assureur le demande. Il peut y avoir aussi des frais d'arbitrage, mais il y a les frais qu'on ne voit pas. Les frais qu'on ne voit pas, vous vous rappelez quand on parlait des OPCVM Retail tout à l'heure, OPCVM Retail, ça veut dire que le fonds dans lequel vous allez investir, lui-même, il facture des frais. Donc, ce n'est pas l'assureur qui les encaisse directement, c'est la société de gestion de l'OPCVM qui les encaisse. Et ces frais sur des fonds actions, on a vu tout à l'heure que ça pouvait atteindre 2%. Par exemple. Sur les fonds obligataires, ça va être de l'ordre de 1%. Et donc, c'est des frais qui se rajoutent aux frais du contrat d'assurance vie. Donc ça, c'est pour les contrats d'assurance vie de droit français. On a vu tout à l'heure que c'était un peu plus compliqué sur les contrats d'assurance vie luxembourgeois. Si vous voulez, pour synthétiser la situation au Luxembourg, vous allez vous retrouver avec des frais plus élevés si votre contrat est inférieur à 200 000 euros, parce que les frais de gestion du contrat, ils seront un peu supérieurs à 1%, vous aurez moins de choix, et il y aura autant de frais qui seront facturés par les sociétés de gestion des OPCVM. Donc ça, c'est en dessous de 200 000 euros, c'est un peu plus cher. Et évidemment, plus vous montez en montant, après tout est négociable. Ça veut dire que les contrats d'assurance vie au Luxembourg, vous êtes à 0,55 ou enfin vous êtes votre assureur va prendre un incompressible sur la gestion du contrat, en plus de ce que nous, on va facturer, qui va décroître au fur et à mesure que le montant augmente. Donc, l'incompressible de l'assureur, il commence à 0,55. Ça veut dire que nous, on va se retrouver avec des frais de gestion à 1,05, 1,10, vous voyez, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de la situation française. Et puis, vous allez vous retrouver, si vous avez 500 000 euros à peu près, avec 0,40. Donc, ça fera un contrat tout frais confondus de 0,80 sur la gestion du contrat d'assurance vie. Et ensuite, il faut compter les frais d'assurance du FAS qui vont s'élever à peu près à 0,50 aussi. Donc mais quand vous êtes sur un FAS luxembourgeois à 300 000 euros et que vous avez 1,50 de frais de gestion avec des trackers de Vanguard à l'intérieur, ça veut dire que vous payez quasiment moitié moins cher que si vous étiez sur un contrat d'assurance vie en France. Donc voilà, c'est un peu compliqué les frais, mais j'espère avoir été suffisamment clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une autre question, je crois. Pourcentage de l'encours annuel, mais ce que je disais tout à l'heure, là, les 1%, c'était bien l'encours annuel, en fait. Je ne parlais pas des versements ou des arbitrages. Tous les frais que j'ai évoqués là, c'était des frais sur l'encours annuel. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Écoutez, je vous remercie de nous avoir suivis. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. En tout cas, que Steph aura l'occasion de vous rencontrer très bientôt. Et je vous dis bon après-midi. Merci. Bon après-midi. À bientôt. Au revoir.